Passons la parole à Pierre Berest qui va nous inviter à écouter les cavernes souterraines. Oui, merci de me donner l'occasion d'évoquer quelques souvenirs. En 1982, avec Nguyen Minh Duc, au laboratoire de mécanique des solides, nous étudions les cavités souterraines réalisées dans les couches de sel. Ce sont des cavités qui sont dissoutes à 1 millier de mètre, profondeur à peu près, avec des volumes très variables, de 10 000 m3 à 500 000 m3 et au-delà, et qui sont reliés à la surface par un forage pétrolier, c'est-à-dire à l'échelle d'un très mince tube, un capillaire, qui est rempli de saumure puis de gaz. Ces cavités se referment. Cette citation, cette référence bibliographique est probablement la plus ancienne de celle qui sera donnée aujourd'hui. Elle dit que tout s'écoule et effectivement le sel est un fluide visqueux et les cavités qui sont réalisées se referment lentement. Et on en avait pris conscience à propos de cette cavité à Tersanne, de Gaz de France à l'époque. Et en 1982, il était déjà clair que cette cavité avait perdu 30% de son volume en une dizaine d'années et que le fond était remonté d'une dizaine de mètres. Alors la question qui se posait était comment mesurer continuellement et à coût réduit l'évolution dans le temps de telles cavernes. J'en parlais avec Michel Boucher de Gaz de France et qui me suggérait une méthode vibratoire. Tant il est vrai que les vibrations sont un moyen privilégié de reconnaître la forme, les dimensions et aussi les défauts des objets, comme on le fait en analyse non destructive. Et l'analogie qui venait immédiatement à l'esprit était celle du résonateur de Helmholtz. Le résonateur de Helmholtz, c'est des grosses boules, des dames Jeanne, avec un petit orifice. Et quand on met l'oreille près de l'orifice, on entend une fréquence extrêmement précise, qui est donc la fréquence du résonateur. Et une cavité, d'une certaine manière, c'est un résonateur de Helmholtz, sauf que sa dimension est de la dizaine ou de la centaine de milliers de mètres cubes, et que l'orifice, c'est un forage pétrolier, qui fait donc de 10 à 20 cm de diamètre. Alors la mise en équation est assez simple. Dans le puits, on a une masse de fluide qu'on considère comme un solide dans le contexte particulier, et on écrit l'équation, le principe fondamental de la dynamique, F est égal à m gamma, en disant que cette masse est poussée par les variations de pression qui, elles, sont des variations de pression en phase, et qui la poussent vers le haut et vers le bas. On complète par la conservation de la masse, ce qui sort de la cavité est égal à ce qui rentre dans le tube, et par l'équation de comportement, dans le contexte, bien entendu, le comportement est parfaitement adiabatique, compte tenu des dimensions considérables de l'ouvrage et de la lenteur de la mise à l'équilibre thermique compte tenu de ces dimensions. Quand on combine ces trois équations, on obtient une équation différentielle de second ordre, à coefficient constant, linéaire, dont la solution est un sinus, et elle dit que la période naturelle des mouvements est proportionnelle à la racine carrée du volume de la caverne divisé par la section de l'orifice. Comme le volume est très grand et que la section de l'orifice est très petite, eh bien, on doit avoir a priori une période grande, qui est tout à fait en dehors de l'audible, bien entendu, puisque c'est une fréquence, plutôt une période, qui sera d'une minute ou de quelques minutes, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne verra jamais, sauf, bien entendu, si on cherche à le voir. Dans le contexte donc, des cavernes qui nous intéressaient, c'était une période qui était de l'ordre de la minute. Alors, j'avais présenté cette idée à Pierre Habib, mais il dit tout de suite il y a un problème dans votre mise en équation. À l'oral de l'X, en 1945, on m'avait demandé de calculer la période naturelle d'un fluide contenu dans un tube en U.
Et dans cette modélisation, le fluide, là aussi, on n'a pas besoin de tenir compte de sa compressibilité ou de son élasticité. Le phénomène déterminant, c'est la gravité, c'est-à-dire le fait qu'il y a du fluide qui monte d'un côté pendant qu'on diminue de l'autre, et je ne vois pas l'accélération de la pesanteur dans vos équations. Alors je reconnais que c'était exact, et effectivement, le principe fondamental de la dynamique, on l'écrit pour un volume géométrique fixe. Or ici, bien entendu, il y a du fluide qui sort du volume géométrique fixe lorsque le fluide rentre et sort de la cavité. Donc il fallait corriger un petit peu le système d'équations pour obtenir une deuxième équation un peu plus complexe, celle du bas, et dans laquelle figure cette fois l'accélération de la gravité, en plus des phénomènes qui tiennent à la compressivité de la caverne. Mais j'ai dit à Pierre, mais monsieur, il y a une façon simple de s'en sortir. C'est qu'on peut éliminer les effets de la gravité à condition de faire déboucher le système dans un récipient de grande section, de telle sorte que les mouvements de fluide qui rentrent et qui sortent de la cavité vont être très petits et l'influence de la gravité en sera donc considérablement réduite. Alors, avec l'aide de Gaz de France, on montre l'essai. Le grand récipient, c'était une citerne qu'on avait mise à la surface. Et l'essai est préparé pour le 10 juillet 1982, date dont je me souviens très bien, à cause d'une raison tout à fait personnelle, c'est que la naissance de ma troisième fille était imminente. Et donc, je vais voir la veille de l'essai Pierre Habib et je lui dis, monsieur, la naissance de ma fille est prévue pour demain, je ne peux pas aller faire l'essai. Alors Pierre Habib m'a dit, je comprends, monsieur Berest, eh bien j'irai faire l'essai. Et le lendemain matin, il a pris sa voiture, il est parti à E13, il a été reçu par les ingénieurs, respectueux, mais peut-être un petit peu sceptiques au départ, et il en est reparti avec... cette fois l'estime les ingénieurs. Le soir même, il me racontait, ma fille n'était pas encore née, en fait, elle est née plus tard, 3 jours plus tard. Il me racontait donc, eh bien, voilà, le tracé qu'il a fait, c'est un tracé qu'il a fait à la main. Naturellement, c'est une sinusoïde amortie, hein, il y a du frottement, mais la période mesurée est de 74 secondes au lieu des 72 secondes que nous avions prédit. Et il y avait ce soir-là quelque chose de l'enthousiasme de Le Verrier quand il a vu apparaître dans le ciel Saturne à un endroit où la planète, alors que la planète n'était pas encore connue. Il y avait quelque chose de ça. Donc c'était une prédiction en aveugle qui avait fonctionné de manière finalement magnifique. Mais vous pouvez voir qu'au début du signal, dans l'ovale rouge à gauche, il y a d'autres vibrations. On ne les voit pas très bien parce que le pas de temps de mesure n'est pas bien adapté, mais elles ont une fréquence élevée. D'ailleurs, elles s'amortissent vite, hein, on ne les voit qu'au tout début. Alors, à quoi tiennent ces vibrations? Eh bien, celles-là, ce sont simplement des demi-ondes dans le puits. C'est-à-dire que le puits fonctionne finalement comme un tuyau d'orgue. Oui, j'ai mis cette citation-là, mais je ne suis pas sûr que ceux qui ne sont pas baby-boomers comprennent ce dont je parle. Je vous montre ici un exemple qui a été fait plus tard avec Benoît Brouard, quelques années après, parce que là, on voit bien ces vibrations, qui sont des vibrations en quart d'onde, en fait, en l'espèce. Hein. Vous voyez, le tuyau fait 1800 mètres, et donc l'orgue sonne, mais avec évidemment une période qui est hors de l'audible, qui est l'heure de 5 secondes. Et vous voyez que le signal est finalement assez peu amorti, hein, puisqu'on voit une cinquantaine de sinusoïdes avant que le signal ne disparaisse. Ce que ça veut dire, c'est que dans un objet réel, vous avez en fait un grand nombre de vibrations qui coexistent à un moment donné, avec des périodes qui sont différentes. Il y a des vibrations dans la caverne elle-même, mais la caverne est petite, et donc ces vibrations
ont des périodes propres qui sont très courtes, de l'ordre du dixième de seconde. Il y a le puits lui-même, qui vibre en demi-onde et en quart d'onde, et là on est plutôt à la période de la seconde. Et quand on regarde le système entier, cette fois-ci, on a le résonateur, et le résonateur, lui, sa période est plutôt de la minute, 100 fois plus grande. Je ne vais pas faire beaucoup de théories, simplement pour dire, parce que ça rejoindra une chose qu'a dite Jean Salançon tout à l'heure, je pense, d'une certaine manière, c'est que, et c'est une chose qui est très difficile à faire comprendre aux étudiants, parce que ce n'est pas des mathématiques pures, c'est de la mécanique, c'est que le même objet, un peu comme finalement les hommes et les femmes, son comportement dépend de qui le regarde. Et suivant le phénomène que l'on veut modéliser, ce n'est pas le même type d'équation, ce n'est pas le même type d'hypothèse que l'on fait. Et le même objet peut être statique ou dynamique, suivant ce qu'on veut décrire. Il peut être visqueux ou non. Son comportement peut être adiabatique ou isotherme, suivant l'échelle de temps que l'on considère. Donc la grande difficulté vient de cette multiplicité des regards que l'on peut avoir sur un objet et dans lequel il faut faire le tri quand on observe un objet concret. Et ici, on l'a vu, on a une échelle de période et aussi une échelle de longueur, des échelles de longueur qui sont très très grandes, avec des cavités qui parfois vibrent en phase, une cavité qui parfois n'est pas en phase, dans lequel il y a des ondes courantes par moment. Et la difficulté donc, de la modélisation tient à ça. Le problème qu'on s'est posé assez vite, est-ce que la plus longue période observable est celle du résonateur? En principe, oui, parce que le théorème du minimum du quotient de Rayleigh dit que la période est la plus longue quand on applique le minimum de conditions à la limite en termes de déplacement imposé. Et donc, en principe, c'est le résonateur, c'est-à-dire la minute. Mais ça, c'est vrai pour tous les phénomènes propres. En revanche, il peut y avoir des vibrations forcées, c'est-à-dire des vibrations dont l'origine est extérieure. Et la première à laquelle on peut penser dans le sous-sol, c'est bien entendu les effets qu'a sur une caverne la Lune et le Soleil. Nous sommes toujours avec la pression en fonction du temps, comme au début. La pression ou plutôt le volume, parce que là le dispositif fait que c'est le volume déplacé que l'on mesure plutôt que la pression. Simplement le temps ici c'est 4 jours. Ce n'est plus quelques dizaines de secondes. Et vous voyez très bien la période de la Lune à 12h25, celle que l'on trouve dans l'océan. Et puis la période du Soleil, que l'on voit très très bien, qui est à 24 heures et qui, comme vous le savez, on ne la voit pas dans l'océan. Parce qu'à cause d'une étrangeté de la planète Terre, l'océan, et notamment l'océan Atlantique, a une période propre qui est presque exactement égale à la période des mouvements de la Lune. Ce qui fait que la Lune excite l'océan en résonance et pas le Soleil, que vous ne voyez pas dans l'océan, mais que vous voyez très bien dans cette caverne, puisque là, bien entendu, on n'excite pas au voisinage de la résonance. Pour terminer sur ce thème, il y a bien sûr la Lune et le Soleil, mais on s'est aperçu qu'il y avait encore d'autres choses. Et notamment ici à gauche, vous voyez le dessin que j'ai montré avec les périodes, la Lune, le Soleil. Vous voyez que le signal est assez brouillé. Le signal est brouillé, ce n'est pas parce que l'enregistrement n'est pas bon. Si l'on regarde le petit rectangle bleu que j'ai grossi dans la partie droite de la figure, vous voyez que ce brouillon, ce trait haché, c'est en fait le résultat d'un mouvement périodique. Un mouvement périodique dont la période est de 13 minutes à peu près, c'est-à-dire 10 fois plus longue que le résonateur. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça nous a donné du fil à retordre. Ça ne peut pas être une période propre de la Terre. La Terre vibre. Elle est excitée par les volcans, par exemple, les tremblements de terre, mais ça ne peut pas être une période propre de la Terre dans son ensemble, parce que des périodes, il y en a une multitude, en fait, dans la Terre. Et là, on n'en voit qu'une. Alors, l'idée, c'est que c'est probablement une onde interne, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'océan, et qui est due au fait qu'il y a une stratification de densité et de température dans l'océan,
qui fait qu'apparaissent des ondes dont l'origine est le fait que l'entropie, suivant la verticale, n'est pas uniforme, ce qui veut dire que quand on écrit l'équation d'adiabaticité, quand je l'avais écrite de manière très très simple tout à l'heure, on doit tenir compte de ce gradient naturel d'entropie. C'est probablement ça. Je termine par un exemple qui est un peu plus complexe. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant est relatif à des fonctions sinus. Ça veut dire que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle ont été quadratisées de façon à obtenir des équations linéaires, différentielles, et donc des solutions en sinus. Mais un jour, sur une cavité dans le sud-ouest de la France, une cavité qui était pleine de saumure, nous avons observé ces vibrations-là. On a toujours la pression en ordonnée, on a le temps en abscisse, cette fois-ci le temps est de quelques dizaines de secondes, et vous voyez que ces vibrations sont anharmoniques, c'est-à-dire qu'il y a des pics pointus, et en revanche, il y a des cuvettes arrondies lorsque la pression est basse. Donc ça n'a pas la symétrie d'une fonction sinus. Si on regarde de très très près, on s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas une période unique dans ce mouvement. Alors que, bien entendu, la fonction sinus, par définition, la période est constante. Alors on a réfléchi longuement à ça, et puis il est apparu finalement qu'il fallait qu'il y ait dans le système, quelque part, une partie qui fonctionne de façon non linéaire, y compris dans le domaine de pression relativement petite dans lequel le système se déplaçait. Alors l'hypothèse la plus logique, c'était d'avoir un peu de gaz en tête de puits, non pas au fond, parce qu'au fond, l'équation serait linéaire à peu près, parce que la pression serait grande du gaz, mais en tête de puits, où la pression est proche de la pression atmosphérique, du gaz piégé, un petit volume. Un petit volume, donc un volume qui est susceptible de mouvements grands, même si les mouvements de la saumure elle-même et de la cavité sont très petits. Et effectivement, Benoît Brouard a fait les calculs correspondants. Et pour le gaz, il faut écrire PV puissance gamma égale constante. Il ne faut pas écrire dP sur P0 plus gamma dV sur V0 égale constante. Il ne faut pas égale 0. Il ne faut pas linéariser. Donc avec cette équation-là, on arrive à reproduire parfaitement cette courbe. Et alors effectivement, on est retourné sur le terrain et on a demandé aux personnes sur le chantier d'ouvrir une vanne et on a entendu le sifflement du gaz qui effectivement sortait de la tête de puits. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais terminer par deux aphorismes de Pierre Habib. Le premier, c'est un article, une idée. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Habib sur les tunnels. J'ai voulu me focaliser sur un seul sujet, qui était les tunnels. Et puis le deuxième, qui était probablement le plus important, je n'ai pas eu le temps de faire court, c'est-à-dire que pour faire court, il faut travailler sa préparation longuement. Eh bien, j'espère que j'y suis arrivé aujourd'hui. Merci de votre attention.